chef. Donc dans la table mon pantico. On allait les plonger. de la justice et de parmi nous. Comporte le point SIAC, l'accord de partenariat stratégique et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. 3. L'application de l'accord de paix entre autorisant la prorogation de l'État. Et 5. La présentation qui sont contre. On débutait par le général sur les trois projets de loi va avoir lieu simultanément. Ceci dit, sans plus tarder, j'invite Madame la ministre et le projet de loi autorisant, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, digne représentant du peuple, est porté par l'Assemblée dans la durée à travers les instruments de développement international ne peut produire d'effets juridiques internes sans autorisation du Parlement. Votre rôle est donc déterminant pour donner pleine effectivité à cet accord. Mais au-delà de cette exigence formelle, ce texte présente un intérêt concret. Il permet de transformer un engagement diplomatique en cadre juridique opposable. Cela signifie que les principes de cessation des hostilités, le respect de l'intégrité territoriale et les mécanismes de sécurité prévus ne restent pas déclaratoires, mais s'inscrivent dans un dispositif structuré, suivi et vérifiable, et à la protection des populations, notamment en ce qui concerne les conditions de retour des déplacés et vise un objectif complémentaire. Une fois un cadre de stabilité engagé, encore la République, consistant à faire de la stabilisation du territoire le socle d'une transformation économique durable et l'action coordonnée du gouvernement pour traduire cette vision en instruments concrets. C'est un cadre structuré de coopération économique et stratégique avec des implications potentielles en matière d'organisation économique, d'engagement financier et d'évolution des cadres normatifs. À ce titre, il relève du champ de l'article 214 de la Constitution et nécessite également votre autorisation. Sa pertinence est à la fois juridique et stratégique. Sur le plan juridique, il permet de sécuriser le cadre de coopération. Il garantit que les engagements qui en découleront, s'inscriront dans un cadre conforme à notre ordre interne maîtrisé par l'État. Sur le plan stratégique, il dote la République d'un outil structurant pour accompagner la transformation de son économie. Il encadre des domaines clés. La valorisation. Le président de la République peut proclamer l'état d'urgence et l'état de siège. Rappelons en 2023, bénéficiant d'acquis du Rwanda. Ces faits s'inscrivent dans le cadre d'une situation de violence prolongée, répondant aux critères du droit international humanitaire, notamment au regard des dispositions pertinentes des conventions de Genève du 12 août 1949 et de leur protocole additionnel
additionnel. À cet égard, la qualification du conflit comme présentant un caractère à la fois international, tel que relevé par le Comité international de la Croix-Rouge, emporte des conséquences juridiques majeures, mesures exceptionnelles, dérogeant au droit commun, dans le strict respect du principe de légalité, des nécessités et des proportionnalités, tel que consacré par notre Constitution et par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, auxquels nous de certaines compétences de l'autorité civile vers les autorités militaires et policières. L'aménagement du fonctionnement de juridiction afin de répondre efficacement aux impératifs sécuritaires. Le renforcement des pouvoirs des polices administratives en vue de prévenir et de réprimer les atteintes à l'ordre public. Il convient donc de souligner que ces mesures demeurent temporaires, strictement limitées aux zones concernées et font l'objet d'un encadrement juridictionnel et institutionnel approprié, garantissant le respect des droits non dérogeables et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les opérations conduites par les forces armées de notre pays s'inscrivent dans le respect des règles applicables du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, avec pour finalité première la protection des populations civiles et la restauration de l'autorité de l'État. Le projet de loi soumis à votre examen comporte les dispositions suivantes. L'article 1er autorise la prolongation de l'état de siège dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu pour une durée de 15 jours à compter du 17 avril 2026. Article 2 abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3 fixe l'entrée en vigueur de la loi à la date de sa promulgation. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député élu légitime du peuple, en autorisant cette prolongation, le Parlement exerce pleinement sa compétence constitutionnelle de contrôle des régimes d'exception, en veillant à ce que ceux-ci demeurent strictement nécessaires à la sauvegarde de l'ordre public, de l'intégrité territoriale et de la sécurité des populations. Il s'agit enfin d'un acte juridique de souveraineté, fondé sur la Constitution et conforme aux engagements internationaux de la République, dicté par l'impératif de la défense nationale et orienté vers le rétablissement durable de la paix et de l'état de droit. Je vous remercie de votre attention. Depuis ma mort, permettez-moi, action diplomatique, ayant abouti principalement à la signature de l'accord de paix constitue, en ce qui nous concerne, un acte de haute responsabilité. À une vigilance tous azimuts. Partie de notre territoire national. Sans lever les pieds sur la frontière parce qu'il y a des annexes. Aux Américains pendant longtemps. Je voudrais intervenir par rapport à l'état des collectivités nationaux. Et vous n'avez pas idée, et nous sommes en train de penser que vous allez reprogrammer une mission pour que nous puissions aller ensemble décortiquer la situation sécuritaire sur place dans la province de l'Ituri. Mais à ce moment-là, il y avait des deuils à l'Est. Plus de 70 personnes. Tous ont besoin de savoir le niveau de souffrance et Extérieur et des conflits, s'agissant de l'accord de partenariat stratégique signé avec les États-Unis, relations extérieures, défense et sécurité, en ce qui concerne l'accord de paix. Nous allons donner à chaque commission 24 heures pour l'examen de ces textes de l'article 1er. Madame la rapporteure, vous avez la parole. En fait, dans mon intervention au nom du groupe parlementaire Ensemble, il a été question de démontrer d'abord l'importance stratégique de cet accord
signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. D'emblée, quand vous exploitez cet accord, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont annoncés en termes d'investissement dans le domaine des infrastructures, l'emploi et beaucoup d'autres attentes sont contenues dans cet accord-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir dans quelles conditions la République démocratique du Congo a négocié. Coopérer n'est pas un problème, mais c'est de savoir comment est-ce que nous coopérons. Et c'est de savoir qui est le tireur des bénéfices de cette coopération-là, de cet accord-là. Est-ce que c'est le gouvernement ou le régime, ou plutôt c'est l'ensemble de la population qui va tirer bénéfice de cet accord stratégique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Ça, c'est un questionnement qui est tout à fait légitime. Une autre préoccupation que nous avons soulevée dans notre intervention, bien entendu, au nom du parlementaire ensemble, il a été question de rappeler la notion de la souveraineté populaire, que dans tous les actes pris par le gouvernement, eh bien, le gouvernement doit savoir qu'il n'est que mandataire temporaire et que la souveraineté est populaire, seule la population, seul le peuple est détenteur de son pouvoir et il l'exerce via le Parlement que nous représentons ici, et le gouvernement plutôt étant un mandataire temporel de ces pouvoirs-là. Alors, toutes les questions stratégiques de la République doivent être discutées, doivent être décryptées au niveau du Parlement. C'est le Parlement qui doit effectivement donner quitus pour qu'effectivement dans la prise de décision beaucoup plus confortable ou beaucoup plus grande, que la souveraineté de la République démocratique du Congo ne soit pas entachée. Nous avons effectivement constaté qu'en venant avec cet accord au niveau du Parlement, c'est qu'on voudrait tout simplement que le Parlement donne sa bénédiction au régime ou au gouvernement. Mais je crois que ça ne doit pas être comme ça parce que nous avons posé des exigences qui ne sont pas négociables. Dans un premier temps, c'est la transparence totale qui doit caractériser cet accord. Et la transparence totale doit passer par la publication de toutes les annexes de cet accord. La publication de tout le calendrier et même au besoin, faire intervenir un audit international pour essayer d'examiner les tenants et les aboutissants de cet accord. Nous avons aussi soulevé le fait que depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo ne s'est basée que dans l'économie des quimoires, c'est-à-dire une économie extravertie, une économie totalement extravertie tournée vers l'extérieur, et qu'il faudrait maintenant, avec un accord comme celui qu'on qualifie de stratégique, que nos richesses, le cobalt et le cuivre, soient transformés localement. Pas question de transposer, de laisser les multinationales venir puiser les minéraux à l'état brut et aller les transformer ailleurs. Et nous avons besoin que cette transformation se fasse localement pour que la jeunesse, pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. En fait, je n'ai pas fait cas de cela, mais je venais tout à l'heure de vous parler de la souveraineté qui est populaire. Pour toutes ces questions, le gouvernement ne doit pas prendre des initiatives comme ça sans pour autant consulter le Parlement. Je crois que le moment viendra où on va discuter encore de cette affaire. Nous avons dit ceci, nous ne sommes pas contre l'accord de partenariat, mais nous voulons qu'il y ait transparence. Nous exigeons que la transparence règne, que la justice règne et que ça soit effectivement au bénéfice de la population, au bénéfice du peuple congolais et non de l'État en ce moment-là, que le gouvernement ne cherche pas sa propre sécurité, ce qu'on appelle la sécurité d'État. Nous avons besoin que cette sécurité qui est recherchée soit une sécurité humaine qui concerne l'économie, qui concerne l'emploi, la santé pour l'ensemble de la population congolaise. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'entrevoir la paix comme une simple sécession de guerre, une sécession des armes. Il faudrait l'entrevoir comme un motif de développement, un motif d'intégration, un motif surtout de l'affirmation de la puissance stratégique de la RDC au cœur des enjeux d'autonomisation de puissance mondiale. Alors, au regard de cela, il était nécessaire, puisque le belligérant s'appelle Rwanda, qui est ratification de l'accord de paix avec ces pays.
sous évidemment la bonne facilitation des États-Unis. Mais il faudrait surtout que nous, comme seul pays africain disposant de 8 corridors maritimes, que nous puissions nous affirmer dans l'élan de développement des nations au travers, n'est-ce pas, notamment de notre partenariat stratégique avec les Américains. Ce partenariat pose notamment quelques piliers de développement avec notamment le corridor Sakanya-Lobito qui rentre dans les enjeux d'économie non seulement continentale mais aussi mondiale parce que ça nous permet d'avoir tout de suite une grande ouverture sur la façade atlantique africaine qui forme un bloc de 23 pays allant du Maroc à la Namibie mais qui représente aujourd'hui 57% de l'économie africaine en termes d'exploitation et 55% du PIB. Donc c'est plus qu'important parce que ça nous place en équilibre en tant que cœur du monde, le pivot entre le commerce transindien et transatlantique, mais surtout l'affirmation de ces partenaires qui a déjà posé des actes, notamment sanctionnant l'armée républicaine rwandaise, pour pouvoir justement aider les pays à décoller. Et plus que jamais, nous, en tant qu'ensembleur, on a joué notre partition et nous attendons l'encadrer davantage pour la suite. L'idée n'est pas d'apprécier, l'idée c'est d'assumer sa responsabilité face à l'histoire.